Mikhaïl Gorbatchev propose à Ronald Reagan de liquider tous les missiles que les deux grands ont installés en Europe. Des travaux probablement longs et coûteux pour Super Phoenix, même s'il n'est pas question d'arrêter le surgénérateur. Les techniciens n'ont pas encore localisé la fuite avec précision. Un nouveau Français vainqueur de la Flèche Wallonne, c'est Jean-Claude Leclerc qui a remporté la classique devant le Belge Krikelian. Ce mercredi 15 avril, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Mikhaïl Gorbatchev a décidément le sens de la communication. En moins d'une semaine, le voici qui propose coup sur coup aux Américains de renoncer aux armes chimiques et maintenant de liquider tout l'arsenal nucléaire que les deux grands entretiennent en Europe. Et cela, quelle que soit la portée des missiles concernés. En d'autres termes, le numéro 1 soviétique propose aux Américains une super option 0. Bruno Ledreff pour le commentaire. À Moscou cet après-midi, M. Schulz semblait à la fois réservé et satisfait. C'est une nouvelle proposition des soviétiques. Dans un an, on pourrait atteindre l'option 0, c'est-à-dire le retrait d'Europe de tous les missiles à tête nucléaire, a-t-il affirmé. Son homologue soviétique, Eduard Shevardnadze, a estimé pour sa part que l'on pourrait désormais envisager la possibilité d'une visite de M. Gorbatchev à Washington. C'était, disait-on, la rencontre de la dernière chance. À son arrivée, le secrétaire d'État américain était accueilli froidement. Il fallait toute l'insistance des photographes pour qu'Eduard Shevardnadze et George Shultz consentent à se serrer la main. Mais au fil des négociations, l'atmosphère semblait se détendre pour aboutir au large sourire de l'entretien Schulz-Gorbatchev d'hier soir et à la proposition des soviétiques d'une dénucléarisation de l'Europe, c'est-à-dire d'un retrait de tous les missiles soviétiques et américains à tête nucléaire. On ne discuterait plus seulement des euromissiles, dont la portée peut atteindre 5000 km, mais aussi des missiles à courte portée. C'est ce qu'on appelle l'option 0. Mikhaïl Gorbatchev propose un contrôle rigoureux du retrait des missiles avec surveillance des anciens polygones de tir et des bases militaires. Se trouveraient alors face à face les forces conventionnelles du pacte de Varsovie et de l'OTAN, avec, on le voit, un large avantage en faveur des troupes de l'Est, aussi bien pour l'armée de terre que pour l'aviation. Cet après-midi, Eduard Shevardnadze et George Shultz ont signé un premier accord de coopération en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Le voyage de George Shultz se conclut donc dans un bain d'optimisme malgré les affaires d'espionnage qui avaient assombri le climat ces dernières semaines entre Washington et Moscou. Washington, ou en tout cas on suit avec beaucoup d'intérêt les développements de ces dernières heures. Voici le commentaire de notre correspondant, c'est Jacques Abouchard. D'une certaine manière, on reprend les choses au point où elles en étaient restées à Reykjavik. En Islande, au mois d'octobre dernier, messieurs Reagan et Gorbatchev étaient passés tout près d'un accord sur les euromissiles. Les discussions avaient été bloquées par le veto de M. Gorbatchev au projet de bouclier spatial américain, plus connu sous le nom de guerre des étoiles. M. Gorbatchev est toujours aussi hostile au projet, mais sa position s'est suffisamment assouplie pour rendre l'accord possible sur les bases définies en Islande. Les entretiens de Moscou confirment ce qu'on savait déjà. C'est dans le domaine des fusées intermédiaires et de courte portée que les perspectives sont les plus prometteuses. À cet égard, les Américains attendent avec intérêt les réactions de l'Europe. La Maison-Blanche, repliée sur la Californie, n'a pas encore fait connaître son sentiment. On y affichait un optimisme sans faille depuis l'arrivée de George Shultz à Moscou quant aux chances d'un sommet Reagan-Gorbatchev. Or, sur ce point, M. Shultz s'est montré prudent et discret. Et peut-être le début de quelque chose, en tout cas un accord soviéto-américain sur la recherche spatiale vient d'être signé à Moscou par George Shultz et Eduard Shevardnadze. Aucun risque pour la sécurité et pas question d'arrêter le surgénérateur. Voilà ce qu'on peut retenir ce soir alors que les responsables de l'industrie, de l'environnement et du nucléaire étaient à Creys-Malville pour observer sur place les ennuis de Super Phoenix. Nous avons donc choisi d'y revenir largement ce soir avec nos envoyés spéciaux autour de deux grandes questions, l'information et l'ampleur de la défaillance technique. Avec un constat, Patrick Esther, les techniciens de Super Phoenix ne savent pas encore où se trouve exactement la fuite.
Effectivement, ce soir, à Cresmaljwil, il est encore impossible de dire exactement où se situe la fuite de sodium. On pense simplement qu'elle se trouverait en partie inférieure de la cuve. En exclusivité pour Antenne 2, Jacques Violet et Didier Dahan ont suivi l'équipe chargée des recherches. La nuit dernière, nous étions avec ces techniciens du nucléaire au plus près de la fuite. Il faut escalader, crapahuter sous des tuyauteries avant d'accéder à un petit espace de 10 mètres carrés, une espèce de PC avancé. Ici, la température est supérieure à 40 degrés. Par équipe de 5 ou 6, les hommes vont se relayer. La technique utilisée, la vidéo. C'est cette caméra qui est introduite. Descendre cette minuscule caméra entre la cuve du barillet qui fuit et la cuve de sécurité. On cherche une fuite pas plus grosse qu'une tête d'épingle. Après ces inspections minutieuses, et depuis ce matin, par déduction, on pense avoir localisé la fuite. C'est-à-dire que l'on sait où elle n'est pas. Il reste le fond de la cuve à inspecter. On parle déjà réparation, gros sous, en se voulant rassurant. Éclairage des temps, ouais. Un incident qui, sur le plan économique, va nous coûter un peu d'argent, mais qui ne pose pas de problème sur le plan de la sécurité. C'est le contrôle des installations nucléaires. EDF en a l'exploitation. Il n'y a aucune raison aujourd'hui d'arrêter Superphénix car la sécurité du réacteur lui-même n'est en rien en cause dans cette affaire. À Cresmaljwil, les autorités et la direction de la centrale sont optimistes. Il est encore trop tôt pour savoir si la commission régionale d'information de cet après-midi aura rassuré les riverains quelque peu inquiets. Aujourd'hui, dans les locaux même de la centrale du surgénérateur de Cresmaljwil, se réunissait la commission locale d'information. Je vous propose de voir le reportage de Gérard Beaufils et Maryse Richard. J'ai assez croisé de ministres à Cresmaljwil aujourd'hui. Toutes les autorités compétentes avaient été convoquées à l'occasion d'une réunion d'information qui s'est tenue sur le site de la centrale. Les élus du département concernés par l'accident nucléaire ont écouté avec attention les explications des responsables techniques. La commission d'information est intéressante d'une part pour les autres que moi, parce que moi je suis quand même un privilégié étant sur place. Ce que je reproche un peu à cette commission, et on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut que l'information sorte de cette commission. Il ne faut pas le garder entre les 50 personnes qui sont là. Il faut trouver un système de brochures, de revues, de je sais quoi, pour que les gens autour soient informés des réunions de cette commission et sachent ce qui s'y a dit. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui de cet accident? Non, personnellement, non. Je ne suis pas inquiet sur le plan sécurité des populations. Mais je suis quand même inquiet dans le sens que on ne sait pas si un jour ou l'autre ça ne remettra pas en cause cette filière. L'intérêt, c'est de dédramatiser par rapport aux populations, de rassurer si possible. Mais enfin, c'est d'une efficacité douteuse, dirons-nous. Vous n'avez pas reçu d'informations nouvelles? Non, excepté l'information qui n'avait pas communiquée jusqu'à là, à savoir que la fuite se situait probablement en bas du barillet. Mais c'est tout, autrement rien de neuf. L'important c'est toujours les propos lignifiants qui nous servent, hein. À savoir, ils ont toujours réponse à tout. Au début, avant la construction de la centrale, ils nous disaient qu'il n'y avait strictement aucun risque. Après Tchernobyl, ils nous ont dit qu'il y avait des risques mais mesurés qui ne sortiraient pas du site. Maintenant, on attend l'élément suivant, quoi. À l'issue de cette journée porte ouverte, les élus sont retournés dans leur commune pour informer les populations. Il s'agit maintenant pour eux de rassurer les uns ou de conforter les autres. Je vous le disais donc, et vous venez de le voir, un grand nombre de responsables avaient fait le voyage de Cresmaljwil, tout autant pour s'informer sur le terrain que pour rassurer et informer les populations. Vous avez deux invités à vos côtés, Patrick Esther. Patrick Esther. Parmi la pléiade de ministres et de hauts responsables de l'EDF qui se sont penchés aujourd'hui sur la santé du surgénérateur, Haroun Tazieff et Alain Carignon, le ministre de l'Environnement. Alors, est-ce qu'on peut parler véritablement de transparence de l'information quand on parle de nucléaire en France aujourd'hui? Oui, vous savez, ma devise c'est dire vrai, dire clair, dire tout. Et la réunion que j'ai organisée cet après-midi de la commission locale d'information, à laquelle j'ai demandé à Haroun Tazieff de s'associer, mais cette réunion a permis un débat contradictoire où tout le monde a pu donner son point de vue, tout le monde a pu réclamer les informations, et ainsi, il y a transparence. Vous savez, je suis là pour y veiller. Est-ce que vous pensez qu'on devrait arrêter le réacteur actuellement pour procéder à la réparation? S'il fallait l'arrêter pour des raisons de sécurité, nous l'arrêterions immédiatement. Je crois que tous les débats d'aujourd'hui ont prouvé que pour chercher l'incident,
ou pour, en l'état actuel des choses, le réparer, il n'était pas nécessaire de l'arrêter. Moi, je n'ai pas une religion ni de l'arrêt, ni de l'absence d'arrêt. Si la sécurité est en cause, nous le ferons immédiatement. Et là encore, je suis là pour être vigilant. Haroun Tazieff, est-ce qu'aujourd'hui, il faut avoir peur du surgénérateur? Ou est-ce que c'est totalement déjà dépassé? Je vous avouerai que je n'ai jamais eu peur du surrégénérateur, auquel je m'étais opposé il y a 15 et 16 ans sur le terrain, pour des raisons totalement différentes de la sécurité et des raisons économiques. Je ne craignais pas, et je crains encore beaucoup moins aujourd'hui, le surrégénérateur. L'aspect économique est totalement différent. L'aspect sécurité, un surrégénérateur est incomparablement moins meurtrier que beaucoup d'autres industries, et notamment l'industrie du transport. Voilà, alors pour être tout à fait complet, il faut aussi évoquer une nouvelle petite fuite d'hexafluorure d'uranium à Tricastin, mais il ne s'agit que d'un incident mineur qui n'a rien d'exceptionnel, précise la COGEMA. Un voyage important en France, celui du roi Fahd d'Arabie Saoudite. Il est arrivé cet après-midi à Paris pour une visite officielle de 24 heures, au cours de laquelle il aura des entretiens avec François Mitterrand et Jacques Chirac. Accueilli, vous le voyez, par le chef de l'État, le souverain a déjà eu un entretien avec M. Mitterrand, avec lequel il doit dîner tout à l'heure. Au menu de ce voyage, les rapports franco-saoudiens et surtout un très gros contrat militaire pour la fourniture Ariad de 6 à 8 sous-marins classiques. Les deux chiffres du jour, deux clignotants sur le tableau de bord de l'économie française. D'abord la hausse des prix qui serait de plus 0,1 à plus 0,2% pour le mois de mars. C'est un chiffre qui est encore provisoire. Et puis les chiffres du commerce extérieur qui affichent un déficit de 3,3 milliards de francs. Et là, c'est très préoccupant, Gérard Leclerc. Oui, et d'abord parce que cela porte à 6 milliards le trou depuis le début de l'année. Mais ce sont surtout les causes de ce déficit qui ne laissent pas d'inquiéter. On ne peut pas incriminer la facture pétrolière, elle s'est réduite de moitié en un an. L'agroalimentaire, les céréales, notre pétrole vert, comme l'on dit, rapporte moins car les cours mondiaux répercutent la baisse du dollar. Mais l'inquiétude majeure, c'est l'effondrement, le mot n'est pas trop fort, du solde des échanges industriels. Pour la première fois depuis 5 ans, et malgré la vente de 4 Airbus le mois dernier, ce solde est négatif de 2 milliards de francs contre des excédents de 3,5 milliards l'an dernier et de 7 milliards il y a 2 ans. La dégradation est générale pour les produits de consommation courante comme pour les biens d'équipement. La France achète davantage à l'étranger qu'elle ne lui vend. Le déficit se creuse avec tous les pays industrialisés et notamment l'Allemagne. Alors la conclusion s'impose, le Made in France n'est pas assez compétitif, notamment dans les hautes technologies, et les entreprises françaises sont trop souvent absentes des marchés étrangers. On comprend que dans son rapport publié aujourd'hui, le gouverneur de la Banque de France fasse de la modernisation de notre appareil productif la priorité des priorités. Bon, il y a un autre chiffre qui est l'indice des prix, plus 0,1, plus 0,2%, là c'est pas mal. Oui, là c'est un résultat encourageant qui confirme que le mauvais indice de janvier était un accident. Les services pour lesquels on avait quelques craintes après leur libération se sont assagis. Du coup, l'objectif du gouvernement d'une hausse des prix limitée à 2,5% cette année n'est pas hors de portée. Les députés débattaient aujourd'hui du PER ou du PER, le fameux plan d'épargne en vue de la retraite qui figure au centre du dispositif d'Édouard Balladur pour relancer l'épargne publique. L'idée est simple, il s'agit de placer son argent en bourse avec une déduction fiscale à la clé, histoire de se constituer un capital pour la retraite. Alors Pierre-Marie Thiaville, le monsieur argent d'Antenne 2, a fait ses comptes de jeunes futurs retraités. J'ai 40 ans et de toutes parts, on me dit que dans 20 ans, les jeunes ne seront plus assez nombreux pour payer ma retraite. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bien entendu, mettre de l'argent de côté, au cas où. C'est exactement ce que souhaite le gouvernement qui va m'y aider par des déductions fiscales. Jusqu'à 6 000 francs par an pour un célibataire, 12 000 francs pour un couple. Dans ces limites, l'argent mis de côté sur un plan d'épargne retraite ne sera pas imposé. Mais n'allez pas croire que cet argent échappe définitivement à l'impôt. Il en payera tout de même à la sortie quand je le récupérerai. Après 60 ans, ou bien je le réintégrerai dans ma déclaration, même régime d'impôt que les retraites classiques, ou bien je paierai un forfait de 30 à 36% selon l'âge où je prendrai ma retraite. Alors mon épargne retraite sera assez lourdement imposée, mais dans 20 ans seulement. Ce qui fait que l'autre question que je me pose, c'est que sera devenu mon argent dans 20 ans? Pour ouvrir ce plan d'épargne retraite, il faut confier mon argent à une banque ou à une compagnie d'assurance qui est censée le faire fructifier. Ou, ici justement, malgré la similitude des appellations,
Le plan d'épargne retraite n'a rien à voir avec les retraites auxquelles nous sommes habitués. C'est une épargne boursière, assise notamment sur des SICAV. Est-ce que les fameuses SICAV et la bourse en général seront gagnantes ou perdantes dans 20 ans? Ben, je n'en sais rien. Personne au monde n'en sait rien, parce que ça dépend essentiellement de l'inflation et bien sûr du comportement de la bourse. Sur 20 ans, sur une aussi longue durée, pas de prévision possible. Et en attendant, il faut bien accepter de prendre un risque. C'est dur d'avoir 40 ans. Là, vous avez retenu donc Pierre-Marie Thiaville à 40 ans. Bénéfice record pour la Société Générale avec une hausse de 64% sur l'année passée, un profit qui dépasse les 2 milliards de francs. La Générale qui devrait être privatisée au mois de juin prochain ou peut-être au mois de septembre, on ne sait pas exactement. Et puis à propos des banques, eh bien, la nomination de Jean Saint-Jour à la présidence du CIC, une autre grande banque française. Un débat sans surprise au Sénat pour la déclaration de politique générale de Jacques Chirac. Ce n'était qu'une formalité, alors que le Premier ministre a demandé aux sénateurs d'apporter un vote massif de soutien à son gouvernement. Un appel également à l'union de la majorité dans la perspective des présidentielles de 88. Applaudissements nourris et maintes fois renouvelés sur les 3/4 des bancs et protestations de plus en plus fortes sur les travées de la gauche, particulièrement malmenées par le Premier ministre. C'est dans cette atmosphère que Jacques Chirac a engagé les membres de la Haute Assemblée à soutenir sa politique avant de lancer un nouvel appel à l'union de la majorité. Il faut que la majorité reste naturellement étroitement unie pour faire face aux difficultés que nous rencontrerons encore sur notre route. Bien sûr, la majorité actuelle compte en son sein des sensibilités diverses. Mais ce qui rassemble ces différentes composantes est très fort au regard de ce qui les distingue. Chacun doit avoir conscience que les polémiques inutiles ne peuvent qu'inquiéter les Français et compromettre nos chances, les chances de la France pour l'avenir. Contrairement à ce qui s'était passé à l'Assemblée, tous les sénateurs de la majorité, baristes compris, se sont levés pour manifester leur approbation. Et si tous réclament d'être mieux associés aux décisions du gouvernement, il ne manquera pas une voix cette nuit dans l'escarcelle de Jacques Chirac. Pendant que le Premier ministre s'adressait ainsi aux sénateurs, les députés ont élu les 12 membres et les 6 suppléants de ce que l'on appelle la Haute Cour de justice. On compte 4 socialistes, 3 UDF, 3 RPR, un communiste et un Front National. C'est, vous le savez, cette Haute Cour qui aurait à connaître du Canucci s'il était saisi, mais c'est maintenant une très très longue procédure. Plus de la moitié des Français avouent ne jamais ou presque jamais faire de dons à des œuvres. C'est ce qui ressort d'un sondage rendu public par Édouard Balladur, un sondage qui apporte, il est vrai, quelques liquides à son moulin, puisque le ministre de l'Économie et des Finances présentait ce matin en Conseil des ministres un projet de loi sur le mécénat, un projet de loi bien sûr adopté. Il s'agit essentiellement de mesures fiscales qui sont tout à la fois renforcées et élargies au profit d'œuvres qui n'en bénéficiaient pas jusqu'à présent. Le mécénat qui demeure exceptionnel dans notre pays, et Geneviève Moll a choisi de nous parler ce soir de l'exception. Ces feuilles de tabac permettent de faire du mécénat d'entreprise, c'est-à-dire de financer des activités culturelles destinées au grand public. Par exemple, la CEITA, qui fabrique cigarettes et allumettes, a construit un petit musée dont l'entrée est gratuite et qui raconte l'histoire du tabac. Mais la CEITA fait aussi des expositions, finance chaque année au moins un opéra, aide les éditeurs à rééditer certains livres, comme le premier dictionnaire de la langue française, écrit par celui qui a introduit le tabac en France en 1561, Jean Nicot. Le chiffre d'affaires de la CEITA est de 35 milliards de francs par an. Comme l'État lui en prend les 4/5, il lui en reste 7,5 milliards et elle consacre 200 millions de francs au mécénat. Je crois que la CETA se doit d'avoir une bonne image auprès de son public. Je crois que ces activités culturelles, qu'il s'agisse des activités du musée de la galerie ici, qu'il s'agisse des opérations de mécénat que nous faisons par exemple pour le festival d'Aix-en-Provence ou de Vaison-la-Romaine, contribuent à donner de la CETA une bonne image dans le public. Une grande marque de cigarettes, interdite de publicité dans les médias, a financé cette exposition d'hologrammes. Ce type de revalorisation d'image est devenu courant en France au cours des 20 dernières années. Mais c'est une forme de publicité qui est moins rentable que le sponsoring. Là, la marque paie et s'affiche. Jusqu'à maintenant, mécénat et sponsoring ne s'adressaient qu'à la culture, au sport et un peu à la recherche. Si le projet de loi sur le mécénat est adopté, ils s'adresseront également à l'aide à l'enfance et à l'aide au tiers-monde.
Nous sommes dans une société où l'État a trop de place et qu'il faut faire tout ce que l'on peut pour que, dans tous les domaines possibles, les individus prennent la place de l'État dans l'exercice de leur liberté. Le projet de loi prévoit pour tout le monde, particuliers, entreprises, fondations et associations, des allègements fiscaux. Cela permettra peut-être aux Français d'être aussi généreux que les Américains qui consacrent chaque année 10 000 francs chacun au mécénat. Les obsèques de Maître Ali Messili, assassiné le 7 avril dernier à Paris. 500 personnes environ pour rendre un dernier hommage à celui qui soutenait l'opposition algérienne en France et ailleurs. Parmi les personnalités présentes, il y avait notamment M. Haït Ahmed, l'un des 9 chefs historiques du FLN et qui est aussi l'un des principaux responsables de l'opposition au gouvernement algérien. Le sport avec la Flèche Wallonne, l'une des grandes classiques cyclistes qui réussit décidément aux Français. L'année passée, souvenez-vous, c'est Laurent Fignon qui franchissait le premier la ligne d'arrivée. Cet après-midi, c'est un autre Français, c'est Jean-Claude Leclerc qui était le plus rapide. Alain Vernon. Un plaisir partagé est un double plaisir, se dit Jean-Claude Leclerc sur le podium de la Flèche Wallonne. Plaisir d'un jour qui commence à 12 km de l'arrivée lorsque Jean-Claude Leclerc prend le relais d'un groupe d'échappés qui possède plus d'1 minute 30 d'avance sur le peloton. Les échappés, Criquelion, Gols, Watson et un peu plus loin, Roche qui masque le champion de France Yvon Madiot. Et puis tout va très vite. À 11 km de l'arrivée, Leclerc démarre sans aucune réaction de Roche et Criquelion, trop occupés à s'observer. Leclerc prend la fuite sans trop y croire. Aujourd'hui, je suis allé dans la course sans ambition démesurée, mais bon, à la fin, j'ai vu que ça marchait bien et après, bon, on compte toujours un peu avec sa chance. La chance de Jean-Claude Leclerc, c'est que Claude Criquelion se décide trop tard à contre-attaquer. À ce moment-là, Jean-Claude Leclerc, lui, aperçoit déjà la ligne d'arrivée au sommet de la côte de Houy. Deuxième l'an passé, vainqueur ce soir, pas mal pour un ancien champion de France de 24 ans, encore inconnu du grand public, Leclerc, l'anti-star. Je suis parti vivre en Suisse et c'est peut-être dû un peu à ça que j'ai un isolement de publicité, si je peux dire comme ça, quoi. Quant à Claude Criquelion, battu de 26 secondes, il est seul ce soir pour partager sa déception. Voilà, parmi les films qui sortent cette semaine sur les écrans parisiens et sur les écrans français en général, il y a le dernier film d'Arthur Penn, l'un des très grands du cinéma américain. Il nous revient avec un thriller, un film noir dans la grande tradition. Son titre, Froid comme la mort. Georges Bégou nous en donne un avant-goût. Le Gaucher, Miracle en Alabama, Le Train, Bonnie and Clyde, Georgia, quelques-uns des 15 films d'Arthur Penn qui réussit dans ses mises en scène aussi bien au théâtre qu'au cinéma. It's a professional relationship. A kind of professional relationship. I was his patient. What kind of doctor is he? Psychiatrist. Remarkable, Mr. Murray. She is Julie Rose. Arthur Penn affectionne les sujets qui dérangent, les thèmes grinçants, et la violence ne l'effraie pas. Mais aujourd'hui, la violence de son sujet donne d'autant plus le frisson qu'elle ressemble à celle d'Hitchcock. Pas de bain de sang, mais des sueurs froides. Une demoiselle est engagée pour remplacer une actrice défaillante. L'étrange docteur en chaise roulante qui l'enferme dans une vieille maison pour lui faire passer des tests de comédienne va lui faire vivre un cauchemar jusqu'à ce que la frayeur la fasse basculer dans la folie. I don't know where I am. Pineview, Pinecrest, Pine something. Rob, they're gonna kill me. I know they're gonna kill me. Listen to me. Hang up the phone, dial the operator, and call the police. Oh no, don't go. Please don't hang up. La force d'Arthur Penn est dans son diabolisme. Ses héros ont tellement de masques qu'on ne sait plus qui est réellement fou et qui s'en tirera vraiment. Please tell me I'm the one who called. Please, they tried to kill me. Please try to keep calm. To the police station. You can't believe him. Oh, God, you can't believe. Oh, no. Very sad. Please. Very sad. Julie Rose is dead. Look in the attic. Take the officers to the attic. Of course, sir. Right this way. Voilà les pronostics du
de Lionel Ovadia. Maintenant pour le quartet qui se court demain, vous allez voir ça immédiatement, il y a 17 partants et Lionel vous propose de jouer le 2, le 7, le 5, le 4, le 12, le 13 et le 17. Voilà, la météo maintenant avec Brigitte Simonetta et un titre de cinéma. Une belle météo, plein soleil pour demain. Il faut dire que les vacanciers ont beaucoup de chance parce qu'en plus, eux, ils ont de la neige s'ils sont dans les stations de sport d'hiver. Alors, plein soleil, et les documents que nous allons voir, nous allons les regarder avec gourmandise. D'abord, l'image satellite prise cet après-midi. Pratiquement rien à dire, un anticyclone qui est juste sur la France et qui repousse les perturbations. Et je vous rappelle que plus l'image est sombre, plus il fait beau sur notre pays. Maintenant, la carte de demain, carte de situation, pas grand-chose à dire aussi. Vraiment du soleil partout, des petits nuages sur le nord, la Picardie, les Ardennes, mais qui laisseront passer dans l'après-midi des éclaircies. Et puis si vraiment on veut chercher la petite bête, nous dirons qu'il y aura des bancs de brume le matin sur la moitié ouest et un peu sur le nord-est. Mais vraiment l'après-midi, plein soleil. Et puis les températures, pas une température en dessous de 15 degrés, même de 16, au contraire, de 16 à 21 degrés donc sur la moitié nord et de 20 à 23 degrés sur la moitié sud et le maximum sera à Bordeaux. Alors demain, ce sera le jeudi 16 avril, 4 minutes de soleil en plus, il se lèvera à 7h01, se couchera à 20h42 et ce sera la Saint-Benoît. Et pas de cache-nez demain. Non. Dernier journal, ce sera avec Philippe Arroir aux environs de 23h15. Et puis demain 6h45 Télématin, vous le savez maintenant, Marie-France Garot sera l'invitée de Paul Naon pour les 4 vérités à propos bien sûr des propositions Gorbatchev. Enfin n'oubliez pas que dans un instant vous avez rendez-vous avec le grand échiquier de Jacques Chancel dont l'invité est tout simplement l'équipe de France de rugby. Bonsoir, à demain 20h.